Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, il est en France pour le Forum des marchés émergents. Le président Alassane Ouattara a pris part aujourd'hui, lundi 16 mai, à la cérémonie d'ouverture. À ce forum qui vise à réduire les inégalités entre les pays, le chef de l'État a fait une importante intervention, notamment sur l'impact des crises actuelles sur les économies africaines en particulier. Seulement 4% des rues d'Abidjan sont bien identifiées et adressées. Pour corriger cela, le Premier ministre a lancé depuis décembre dernier un projet d'adressage des rues de la ville. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu aujourd'hui dans la zone sud d'Abidjan pour constater l'évolution des travaux. Lutte contre le travail des enfants, une signature de convention de partenariat a eu lieu entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la Fondation internationale Cocoa Initiative, suivie de la remise d'un don de matériel informatique d'une valeur de 52 millions de nos francs. Et puis la France qui a un nouveau chef de gouvernement, Elisabeth Borne, précédemment ministre du Travail, devient la deuxième femme à occuper ce poste après Edith Cresson. Bonsoir à tous. Une meilleure gestion de nos économies et un appui plus important de la communauté internationale par une augmentation de l'allocation des droits de tirage spéciaux DTS du FMI. Ce sont entre autres solutions proposées par le président Alassane Ouattara lors de son intervention au Forum des marchés émergents ce lundi à l'ouverture à Paris. Awa Touré. Le centre de conférence de la Banque de France à Paris, le président de la République Alassane Ouattara à l'ouverture du Forum des marchés émergents aux côtés de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, notamment l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano. Ce forum, initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique, ainsi que l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. L'occasion pour le chef de l'État de faire une importante communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. I liked very much the chapter on the future prospect of Africa. Noted that several recommendations have been implemented in Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a d'abord présenté la situation du continent africain en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier, avec les crises de la COVID-19 et ukrainienne. We think clearly we have the system under control. We almost have no case of COVID outside of Abidjan. And I said as of yesterday, we had only 19 cases in Abidjan, of which 2 are in the hospital, but they're minor cases. It's Omicron. Il a proposé par la suite des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté à travers une meilleure gestion des économies. Au thème de la cérémonie, le président Alassane Ouattara est revenu sur les grandes lignes de son intervention. Je leur ai expliqué la situation du continent qui a été frappé par cette double crise. En ce qui concerne la COVID, j'ai expliqué que la Côte d'Ivoire s'en est bien tirée parce que cette crise a été bien gérée dès le début et que 50% des personnes ont eu la primo-dose et à peu près le tiers des doubles doses. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire continue de faire des progrès, mais qu'il nous faut continuer de vacciner les gens et continuer donc de produire des masques et même d'avoir une usine de fabrication de vaccins. Alors en ce qui concerne les conséquences de la crise de l'Ukraine, j'ai indiqué que ces conséquences étaient sur les produits alimentaires, sur le carburant, bien sûr sur les engrais et aussi sur les finances. Et que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de soutien à l'économie qui permet de contenir les conséquences sur les prix. Nous avons moins d'inflation qu'ailleurs, nous avons moins de déficit qu'ailleurs, mais j'ai surtout insisté sur la nécessité
pour la communauté internationale d'apporter un appui beaucoup plus important, que ce soit le Fonds monétaire avec les DTS, que ce soit la Banque mondiale avec l'IDA, que ce soit le groupe des 20 avec des soutiens beaucoup plus conséquents, mais également que nos pays doivent continuer de bien gérer nos économies et de faire en sorte que la croissance reprenne pour réduire la pauvreté et améliorer la situation des populations. Grand rendez-vous des économistes et bailleurs de fonds. Cette édition du Forum des marchés émergents se tient du 16 au 17 mai à Paris. Sur place en France, 3 semaines après la réélection du président Emmanuel Macron, il nomme première ministre Elisabeth Borne, précédemment ministre du Travail. Et elle devient la deuxième femme à accéder à ce poste, 31 ans après Edith Cresson. Sidonie Davila. Elisabeth Borne, 61 ans, a bel et bien été nommée première ministre ce lundi, quelques minutes après la démission de Jean Castex. C'est donc la désormais ex-ministre du Travail qui s'installe à Matignon et devient chef du gouvernement. Elle est la deuxième première ministre de l'histoire de la Ve République après la nomination d'Edith Cresson dans les années 1990. Connue pour sa maîtrise des dossiers jugés plus techno que politique, elle était citée depuis des semaines comme la favorite pour Matignon. Selon le protocole, Elisabeth Borne doit désormais proposer une liste de nouveaux ministres au chef de l'État qui procédera à une nouvelle vague de nominations d'ici la fin de la semaine. L'annonce de son futur gouvernement ne se fera pas pour ce lundi. Il devrait être dévoilé dans la journée de mardi ou de mercredi. Retour en Côte d'Ivoire, et si vous pratiquez les rues d'Abidjan, vous avez certainement dû être confronté au moins une fois à des problèmes d'identification. Comment se repérer? Comment donner des indications précises? Eh bien, la solution est toute trouvée. Le Premier ministre a lancé en décembre dernier un projet d'adressage des rues de la ville. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu aujourd'hui dans la zone sud d'Abidjan afin de constater l'évolution de ces travaux. Lancine Bakayeko. Selon les études, le district autonome d'Abidjan compte environ 11 750 voies et plus de 36 000 carrefours. Sur l'ensemble de ces voies, seulement 4%, soit 513 voies, ont une identification claire. Ces insuffisances qui constituent un frein à la compétitivité de la ville d'Abidjan ont amené le gouvernement à lancer courant décembre 2021 des travaux d'adressage. Des travaux d'adressage qui avancent à bon rythme, notamment dans la zone 1 côté Abidjan Sud. Et sur la zone 1, on peut dire que les enquêtes sont globalement achevées à 80%. Nous sommes sur la phase de pochage, c'est-à-dire de donner des numéros aux unités d'occupation. Nous allons passer par la suite à la dénomination des voies et puis à la fabrication des plaques de rue. Cet adressage des rues va faciliter en profondeur les actes de la vie courante, à savoir le repérage dans la ville, les services d'urgence et de sécurité ou encore les activités économiques. Cette visite d'imprégnation du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme aura permis de voir par lui-même les chantiers. Je dois dire que je suis très satisfait. Ici, pour la zone 1, qui comprend les quartiers de Port-Boué, Koumassi, Marcory, Trècheville, nous sommes déjà à 80%. Notre volonté, c'est d'aller plus vite, permettre de travailler en parallèle sur plusieurs zones, de façon à réduire le temps global de réalisation du projet. Cette opération d'adressage des rues d'Abidjan, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, bénéficie d'un financement de 10 milliards de francs CFA, dont 8 supportés par la Banque mondiale. On s'intéresse maintenant au dossier des constructions anarchiques à Abidjan. Pas une semaine ne passe sans que des opérations de démolition ne soient menées dans le district. Les agents de la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction viennent de procéder à la démolition de 4 villas duplex à Djorobité 1, c'est dans la commune de Cocody. Ces ouvrages n'avaient aucune autorisation de construire et pas de titre de propriété sur les parcelles occupées.
Adressage des rues, démolition des constructions non conformes, contrôle renforcé sur les chantiers. Toutes les initiatives visant un développement urbain durable et inclusif sont promues par le gouvernement ivoirien. C'est dans cette veine que le programme participatif d'amélioration pour les bidonvilles entre dans sa phase 2. Pendant 4 mois, les communes d'Abobo et de Trècheville en seront la cible. Amadou Ouattara. Une des salles de l'hôtel du district d'Abidjan abrite le lancement de la phase 3 du programme participatif de l'amélioration des bidonvilles PPAB. Porté par l'ONU Habitat, ce projet vient pour impacter positivement les conditions sociales et le cadre de vie des communautés cibles. Un certain nombre de défis, l'accès à certains services sociaux de base, l'eau potable, l'assainissement, le logement. Donc c'est un projet qui vise à pouvoir répondre à ces différents défis. La phase 3 va coûter 95 000 $. Et c'est une phase pilote. Les communes d'Abobo et de Trècheville en sont les heureuses bénéficiaires. Je salue énormément ce projet et nous devons reconnaître que vraiment ceux qui nous aident, il faut les féliciter et leur dire merci. L'ONG AVC contribuera à donner aux habitants des secteurs cibles les moyens de transformer leur communauté et leur environnement en des lieux plus sûrs, plus sains, où chacun peut vivre dans la dignité. Le rôle opérationnel de AVC dans ce projet sera de mettre en œuvre des activités pratiques de concert avec les populations. Par exemple, développer des activités génératrices de revenus à finalité environnement, à finalité assainissement, etc. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accueille avec plaisir ce soutien technique. Il s'inscrit dans sa politique de prise en charge des communautés vulnérables vivant dans des environnements urbains non planifiés dans le Grand Abidjan. Nous notons que sur la seule ville d'Abidjan, nous avons aujourd'hui 135 quartiers précaires qui renferment un peu plus d'1 million d'habitants. C'est-à-dire globalement, sur 5 personnes qui vivent à Abidjan, une personne vit dans un quartier précaire. Nous ne pouvons que saluer ce genre d'initiatives qui viennent en appoint à toutes les initiatives que prend le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y a des solutions techniques qu'il faut apporter, il y a des solutions institutionnelles, il y a des solutions sociales. Et nous pensons qu'avec le PPAB et l'UN Habitat, c'est des solutions beaucoup plus sociales, avec des approches participatives, avec l'implication des populations et des communautés décentralisées. Nous pensons que ce sont de très bonnes initiatives. 4 mois durant, 15 initiatives communautaires axées sur des modèles durables permettront de générer des revenus à Abobo et Trècheville. Cette phase 3 donc, pour l'amélioration des bidonvilles a été lancée. La COP15, elle, est à son 8e jour dans la capitale économique ivoirienne. Comme chaque soir, depuis le début de ce grand événement sur le climat, nous vous proposons de voir ensemble ce qui s'y déroule. L'Organisation internationale de la francophonie apporte sa contribution pour la restauration des terres. Elle vient de lancer une application mobile dénommée Terre Vie. Elle va permettre aux populations de pouvoir enrichir leur sol dégradé. Comment cela va-t-il concrètement se passer? Grace Kando nous donne des réponses. Terre Vie est une application mobile destinée principalement aux paysans et autres acteurs de terrain. Elle permet d'enrichir les terres dégradées grâce à la maîtrise de bonnes pratiques qu'elle applique. C'est une application mobile accessible à toutes les personnes, que ce soit en milieu rural ou dans les villes, pour pouvoir leur permettre d'appliquer des techniques de gestion durable des terres et permettre à ces populations de savoir quel est le matériel nécessaire, quelles sont les ressources nécessaires et de façon aisée le mode d'emploi, comment commencer, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire pour la première fois, ainsi de suite, quelles sont les autres étapes jusqu'à la réalisation de la technique de gestion durable des terres. Dans le monde, 40% des terres sont dégradées à cause notamment des mauvaises pratiques et des effets du réchauffement climatique. De l'avis de tous, une telle application va contribuer à enrichir la terre et assurer la sécurité alimentaire. Il y a certains agriculteurs qui aujourd'hui utilisent les téléphones portables, ils ont des téléphones Android. Donc cette application peut aussi leur permettre de s'informer sans forcément avoir recours à un conseiller agricole, à un vulgarisateur.
surtout que le contenu est fait de façon un peu imagée. Et comme ça, un agriculteur qui n'a pas beaucoup de connaissances peut l'utiliser. Une fois que vous introduisez toutes les données dans cette application, ça vous recommande ou préconise l'ensemble des pratiques qui sont convenables pour la restauration et la récupération de votre sol en question. TerreVie est une application multifonctionnelle développée par l'Organisation internationale de la francophonie. L'application est accessible au public via les smartphones ou autres supports digitaux. Lors de cette COP15, le Niger s'illustre particulièrement bien. Ce pays, avec plus de 50% de ses terres aujourd'hui arides, est engagé depuis des décennies pour la restauration des terres. Grâce aux efforts, des produits agricoles comme l'oignon ou encore les dattes made in Niger voyagent aujourd'hui partout dans le monde. Kader Sogodogo. Simini, nous sommes au Niger, à 100 km au nord de Niamey, la capitale. Une zone désertique qui se transforme progressivement en un oasis où faune et flore auront droit de citer. Le pays, qui fait de la lutte contre la désertification une priorité absolue, multiplie les initiatives dans ce sens. La Grande Muraille Verte, un projet qui rencontre le soutien financier de l'Union africaine, redistribue les cartes dans le bon sens. Simini, au Niger, est le point de départ de cette grande muraille verte qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvopastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Pour la COP 15 en Côte d'Ivoire, axée sur la lutte contre la désertification, le Niger ne pouvait pas répondre absent. Le pays dispose d'un stand à l'Hôtel Ivoire. Le Niger, faut-il le rappeler, c'est plus de 50% de terres arides. Et cela ne constitue en aucun cas un frein à sortir du giron de la famine. Les 3/4 de la superficie du Niger sont désertiques. Et le Niger, vous savez, est pionnier en matière de lutte contre la désertification parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, notamment d'autres pays africains, regardent l'expérience du Niger. Et c'est une expérience en matière de récupération de terres, en matière de gestion durable de terres que nous avons beaucoup d'expérience. On produit de la pomme de terre pour vous dire qu'aujourd'hui, le Niger essaie de faire face à la sécheresse, face à la désertification. Ces efforts auront permis au Niger de développer son agriculture. La pauvreté des terres a conduit à développer des techniques nouvelles pour sortir des oasis dans le désert. Dattes, oignons, pommes de terre et autres cultures sont produits en abondance et exportés à travers le monde. La région d'Agadez fait à peu près 52,6% du territoire national du Niger. Et comme vous le voyez, c'est un territoire très vaste, mais désertique. Maintenant, par la force des choses, ces populations, aujourd'hui, ces cadres des oasis de désert arrivent à les maîtriser pour enfin produire ce que vous voyez ici, par exemple, ces dattes. Donc nous sommes venus ici, en tout cas, pour amener les plaidoyers de ces populations. Le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'ouverture de la COP 15 en terre ivoirienne qui traduit la vision de ses pairs, est salué par le Niger et vu d'ailleurs comme la boussole de la lutte contre la désertification. C'est un discours très responsable. Le soutien fort, nous savons que nous l'avons déjà à notre niveau. Maintenant, nous demandons que la communauté internationale également puisse s'inscrire justement dans la même dynamique que nos présidents respectifs. À la COP 15, le stand du Niger ne désemplit pas. Le pays a de l'expérience à partager, mais également est preneur de bonnes pratiques nouvelles pour freiner la désertification. Dans la lutte contre le travail des enfants, une convention a été signée entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la Fondation internationale Cocoa Initiative. Patricia Omouetia nous en donne le contenu. Ce partenariat a été signé entre la ministre Nasseneba Touré et la directrice pays de la Fondation internationale Cocoa Initiative, ICI.
À travers ce partenariat, la Fondation veut s'appuyer sur l'expertise du ministère pour accélérer la lutte contre le travail des enfants et répondre aux défis actuels. Nos actions directes ont contribué à améliorer la protection de l'enfant pour plus de 422 000 enfants entre 2015 et 2020. Et nos approches opérationnelles ont contribué à réduire de 50% le travail dangereux des enfants parmi ceux à risque identifiés par les différents systèmes de suivi mis en place par notre organisation. Cette importante somme et cet important don apparaît pour nous comme l'expression de l'engagement véritable de cette organisation à accompagner l'action du gouvernement en vue d'assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation. Ce don d'une valeur de 52 millions de francs CFA, composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de motos, permettra aux structures d'assurer la coordination et de renforcer les capacités techniques des structures dans la lutte contre le travail des enfants. Dans l'éducation nationale, la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie a rendu public son dernier rapport. Il concerne le programme d'analyse des systèmes éducatifs. Patricia Omoetia. L'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confinem PASEC 2019 a connu l'une de ses phases les plus importantes, celle de la publication du rapport international. Cette évaluation a concerné 14 pays. Elle a permis de mesurer le niveau de compétence des élèves en lecture et en mathématiques. L'enjeu réel, c'est d'identifier les pistes de politique éducative pour pouvoir améliorer les pratiques pédagogiques, améliorer aussi le système éducatif et puis surtout faire bonne figure pour 2024. Donc en lecture, en fin de scolarité, il y a au moins 60% d'élèves qui n'ont pas le seuil suffisant. Et donc il y a du progrès. En mathématiques, c'est plus grave, c'est 80% d'élèves qui sont en dessous du seuil suffisant de compétences. Selon la ministre de l'Éducation nationale, des efforts doivent être fournis car, pour ces deux matières fondamentales, la Côte d'Ivoire a un score inférieur aux autres pays. Ça veut dire que nous devons faire de grands efforts pour améliorer les performances des enfants de Côte d'Ivoire. Le PASEC a lieu tous les 5 ans. On a 2014, on n'était pas bien classé. 2019, on n'était pas bien classé. Il nous reste, nous sommes en 2022, il nous reste 2 ans. Il nous reste 2 ans pour transformer qualitativement notre école. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est possible si nous nous engageons tous. La présente évaluation dénommée PASEC 2019 correspond au 2e cycle d'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confinem, PASEC. Direction Alépé, suite aux dernières inondations, les 350 familles sinistrées ont reçu des vivres et des non-vivres. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a dépêché sur place une délégation afin de soutenir ces familles en détresse. Amatou Ouattara. Pour accéder à Koudiossou, il faut parcourir environ 90 km, dont une trentaine de kilomètres de pistes. L'état de cette partie du chemin est un autre sujet qui alimente les conversations. Pour l'heure, la quiétude des populations de cette localité, située dans le département d'Alépé, a été perturbée par une tornade au mois de mars dernier. Les sinistrés s'en souviennent encore. Une nuit du vendredi à jeudi à 3h du matin, cela fait 1 mois presque et demi, un vent violent qui s'est abattu sur ce village, faisant trop de dégâts. Jusqu'à l'heure où on vous parle, il y a des maisons qui ne sont pas encore réhabilitées parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et avec l'arrivée de Madame la ministre, c'est une bienvenue. Il sait que le gouvernement d'Alassane Ouattara pense à nous. Le violent vent a décoiffé 22 maisons. Le groupe scolaire et l'église catholique ont été également impactés. La catastrophe naturelle a fait 31 personnes sans logis. C'est pour apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, qu'au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aux côtés des communautés sinistrées. Avec la grâce divine, aucune perte en vie humaine n'a heureusement été dénombrée. Cependant,
les dommages matériels demeurent importants. Merci à toutes ces familles qui, durant les heures difficiles, ont offert gîtes et couverts à leurs frères et sœurs en détresse. Ma présence ce jour est la preuve que l'État ne vous a pas oublié. Le disant, j'estime fortement la volonté affichée du président de la République Alassane Ouattara d'une Côte d'Ivoire solidaire. Des vivres et non-vivres composés de pots d'huile, sacs de riz, nattes, des feuilles de tôle et plusieurs tonnes de ciment ont été remis au comité de gestion de cette crise. 2 pères de famille âgés de plus de 70 ans, dans l'impossibilité de se déplacer, ont été visités. Ils ont reçu chacun un fauteuil roulant et une somme d'argent. Ce sont ainsi plus de 15 millions de francs CFA, montant global des dons qui ont été mobilisés afin d'aider les communautés touchées à faire face à cet événement malheureux. Dans le prolongement de ce type d'action, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a décidé d'inscrire dans son plan d'orientation stratégique le concept de l'économie sociale et solidaire. Une autre réponse afin d'aider les populations les plus vulnérables. Elle s'articule autour de 3 grands axes, le volontariat, la démocratie, la primauté de l'homme sur le capital. Les premiers responsables des différents départements chargés de sa mise en œuvre voient leur capacité renforcée sur le sujet. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et l'Agence française anticorruption ont signé un accord de coopération. Il s'agit de partager les expériences et surtout les bonnes pratiques en matière de promotion de la bonne gouvernance. Dangui. Présentation des dispositifs de bonne gouvernance et des outils de prévention ou de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Exposé sur le cadre juridique de la lutte contre la corruption menée par l'Agence française anticorruption. Contribution, questions-réponses. De l'avis de nombreux participants, ce panel sur le thème « La conformité anticorruption, quel enjeu pour la Côte d'Ivoire » a tenu sa promesse d'être un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques en vue d'atteindre la conformité anticorruption. La conformité anticorruption, c'est la mise en place de mesures et de procédures d'organisation et de contrôle au sein d'une entreprise, non pas pour s'assurer que la loi est appliquée, parce que la loi elle doit être respectée à tout moment, mais pour s'assurer que toutes les conditions sont bien réunies pour éviter d'être exposé à de la corruption ou à du trafic d'influence. Les ministres présents ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique de partager en fait les meilleures pratiques internationales pour pouvoir rassurer les hommes d'affaires, pour pouvoir rassurer les investisseurs, pour pouvoir continuer d'attirer des capitaux internationaux chez nous. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et l'Agence française anticorruption ont signé un accord de partenariat, un cadre de coopération des 2 institutions sur le front de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La convention, il s'agit de partage d'expérience. C'est une exigence de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et de tous les instruments auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré. Faire en sorte que il y ait partage d'expérience entre les institutions de gouvernance et de lutte contre la corruption des pays membres de cette convention. On prit part à cet événement toutes les structures de l'État engagées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, notamment la cellule nationale de traitement des informations financières et la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'ONG Cris de cœur célèbre 10 années d'existence. Ce sont 10 années passées au service de l'autonomisation de la femme, 10 ans d'assistance aux enfants et aux démunis. L'ONG compte aller beaucoup plus loin. Amadou Ouattara. Les femmes issues des différents quartiers de la commune de Yopougon sont venues massivement pour célébrer les 10 ans d'existence de l'ONG Cris de cœur, une organisation qui œuvre à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Concernant nos activités menées durant ces années,
8000 femmes ont été formées en entrepreneuriat, éducation financière et en alphabétisation. 18 enfants en situation difficile ont été retirés de la rue par nos soins et placés dans les centres sociaux éducatifs en vue d'un meilleur encadrement. Le ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie, est bien présent pour témoigner sa solidarité à l'ONG. L'ONG Cri de cœur de la femme et de l'enfant est une ONG qui mène des activités assez nobles au profit des femmes et des enfants de la grande commune de Yopougon. Donc il est de notre devoir en tant que cadre de la grande commune de Yopougon de venir leur apporter notre soutien moral et même financier, et de les exhorter à continuer de la sorte, de faire en sorte que cette ONG grandisse de plus en plus et mène encore plus d'activités sur le terrain. À partir du mois de juin 2022, l'ONG Cri de cœur procédera à la formation de 10 000 femmes en alphabétisation, en entrepreneuriat et en éducation financière. Sur la scène politique, le RHDP remobilise ses troupes. Dans la région du Go, il est question d'évaluer les actions, identifier les militants, vérifier le rattachement des comités de base aux autres structures locales du parti. Mama Traoré. À la rencontre des militants RHDP de la région du Go, Famoussa Koulibaly est venu livrer les dernières consignes de la haute direction du parti, à savoir évaluer les forces et les faiblesses du parti localement dans la perspective des futures batailles électorales. Moyen choisi pour y parvenir, des missions d'inspection et d'évaluation de l'ensemble des structures locales du parti. Nous sommes ici durant 5 jours pour aller toucher de plus près les réalités de nos militants dans les sections, dans les comités de base. Parce que c'est cela aussi la politique, la proximité. Et aujourd'hui, le président, comme d'ailleurs son slogan le dit, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire plus forte, une Côte d'Ivoire rassemblée autour de valeurs de solidarité. Et c'est cela que nous allons essayer de promouvoir durant ces jours au niveau de la région du Go. Présents à l'ouverture des travaux, les cadres RHDP de la région du Go soutiennent la dynamique de restructuration du parti, enclenchée par le président Alassane Ouattara, premier responsable du RHDP. Nous avons donné comme consigne à nos militants, en tant que cadres, de bien accueillir ces missions et de les aider à faire le travail pour lequel ils sont arrivés. Le chef de la mission, Famoussa Koulibaly, a également annoncé aux différents responsables locaux du RHDP dans le Go que le processus d'enrôlement des militants démarrera bientôt. Un fichier qui permettra d'estimer le nombre exact de militants RHDP dans cette région. Le FEMUA 14 a pris fin hier dimanche par un concert dans la ville de San Pedro. Le festival de musique urbaine d'Anoumambo, édition 2022, s'est axé sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Sam Conan. San Pedro, espace Rotary, concert de clôture du FEMUA 14. Les pétriciens ne veulent pas rater l'occasion, malgré la pluie qui menace. Des grosses têtes de la musique telles que Youssoufa, Yodé Siro ou encore Suspect 95 sont annoncés. Depuis 19h, les places sont quasi occupées. L'espace Maki est plein. Pendant ce temps, Dior, Dilora sont encore formés. 21h, le show commence avec l'artiste Rocky Gold qui assure avec ses danseuses. Le mercure va monter d'un cran avec l'arrivée des Suspects 95. Le président autoproclamé du syndicat. Avec ses flots, il communie avec son public. 23h, Assalfo et ses invités font leur entrée et prennent place. Le show se poursuit avec les autres artistes au programme, comme Yodo et Siro, qui égrènent plusieurs titres de leur répertoire oblitique. Ou encore Youssoufa, qui séduit son entourage avec son rap. Au total, les artistes ont assuré au cours de cette soirée et reconnaissent les pétriciens. Je suis très heureuse d'avoir participé au FEMUA. C'est un très très bon thème. Ça va permettre aux jeunes de se prendre en charge, voilà, de créer des entreprises, tout et tout ça. On aimerait bien que ça se passe ici chaque année. Le spectacle était bien. Les artistes qu'on a vus, ils ont été à la hauteur de l'attente que nous on avait pour eux. Je suis un fan de Suspect 95, je suis un syndicat. Donc je suis très content de voir Suspect, je suis très content aussi de voir Assanfo. Je suis très heureux.
Pour Assalfo, le commissaire général, au-delà de la musique, le FEMIA se présente désormais comme un creuset de réflexion pour l'avenir de la jeunesse. Nous avons jugé que le FEMIA, en plus d'être un festival de musique, peut être un festival qui va nous réunir, nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, pour débattre autour des problématiques qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Mais nous avons voulu aussi dire aux autorités, à ceux qui nous gouvernent, que si nous n'avons pas les outils nécessaires, nous ne pouvons pas contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus seulement vous faire danser. Nous sommes venus vous faire prendre conscience que vous devez contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. San Pedro, que Dieu vous bénisse. Les jeunes de San Pedro, que Dieu vous donne la force d'aller de l'avant. Au cours de ce concert de clôture du FEMIA 14, des trophées ont été remis aux vainqueurs du cross populaire qui a eu lieu dans la matinée du dimanche. Ainsi prend fin le FEMIA 14 dans la cité balnéaire. Vive le FEMIA 15. Dans l'actualité internationale, le Burkina Faso est de nouveau endeuillé par des attaques terroristes. Ce sont en tout une quarantaine de personnes qui ont été tuées en un seul week-end dans les régions du Sahel et de l'Est du pays, au cours notamment de 3 attaques visant principalement les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils des forces armées burkinabées. C'est tout pour ce 20h, mais restez avec nous sur RTI 1. Votre magazine La Côte d'Ivoire en marche vous convie dans le pays profond afin de vous faire visiter quelques sites touristiques ivoiriens qui font rêver. Restez donc avec nous sur RTI 1 et retrouvez à 22h Delphine Blas dans La Côte d'Ivoire en marche. Bonsoir et à demain.